Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmota. Au cours de toute l'histoire, les motos ont été équipées de toutes sortes de moteurs à combustion interne, que ce soit à essence, diesel, à gazogène, etc., ainsi que de moteurs à vapeur, électriques et à réaction. Si l'on considère les moteurs à combustion interne, il existe de nombreuses variantes de ces moteurs en termes de configuration, c'est-à-dire selon le nombre et la disposition des cylindres. En commençant par les moteurs en ligne, en V, les moteurs à plat, bien connus de tous, et en terminant par les moteurs radio, en W, en H, qui sont très rares pour les motos, et ainsi de suite. La nature compte un moteur appelé moteur carré, square four en anglais, présent dans le nom de plusieurs modèles de machines l'utilisant. C'est un moteur à 4 cylindres dont les cylindres sont disposés au coin d'un carré. Nous examinerons la conception plus en détail au fil de l'histoire. Et seuls très peu de modèles de motos étaient équipés de tels moteurs. Je vous invite à en dire quelques mots sur les motos à 4 cylindres carrés. Installez-vous, ça va être intéressant. Avant de commencer le récit, je voudrais clarifier un point. En construction de moteur, il existe un terme parallèle, moteur carré, qui signifie un rapport égal entre le diamètre du cylindre et la course du piston. Cependant, dans ce sujet, ce qui nous intéresse, c'est le moteur carré par sa configuration, c'est-à-dire par la disposition des cylindres les uns par rapport aux autres. Ce moteur, original dans la technique, est un groupe motopropulseur à 4 cylindres, 2 ou 4 temps, avec 2 vilebrequins reliés mécaniquement. Dans ce sujet, il s'agit en fait de 2 moteurs twins, parallèles fusionnés, avec un angle d'allumage de 180 degrés pour équilibrer le moteur carré. Ces twins fonctionnent en opposition de phase, et le 4 cylindres carré est un cas particulier du moteur en U. Voici une animation d'un tel moteur. Il s'agit de 2 moteurs en ligne parallèle, dont les vilebrequins transmettent le couple à un arbre commun. L'avantage d'une telle configuration est l'absence d'effet gyroscopique, car les vilebrequins tournent en sens opposé et se compensent mutuellement, ainsi que la possibilité d'unification avec les moteurs en ligne. Cependant, un inconvénient majeur subsiste. Un moteur en V avec autant de cylindres et le même volume coûte moins cher à produire, est plus léger et compact, alors que la puissance et le couple varient un peu. C'est précisément en raison de sa complexité, de son coût élevé, de ses grandes dimensions et de sa plus grande consommation de ressources que ce type de moteur s'est finalement avéré extrêmement rare. Le premier moteur en U a été construit par Ettore Bugatti en 1915 et nommé Bugatti U16. Le but était de dépasser les performances de son propre 8 cylindres en ligne. Le moteur était destiné à l'aviation. 16, comme vous l'avez compris, c'est le nombre de cylindres. La cylindrée du moteur était de 24,3 litres avec une puissance de 410 chevaux. De 1915 à 1918, la production d'environ 40 groupes motopropulseurs était prévue, mais les 2 versions du moteur n'ont pas été très réussies. Seule une petite quantité a été installée sur des avions, et encore moins ont réellement pris l'air. En 1917, une délégation américaine est arrivée en France pour sélectionner un moteur destiné à la section aéronautique du corps des transmissions à produire sous licence aux États-Unis. Ils se sont intéressés au U16 et ont rapidement acheté une licence de production. À la fin des années 1910, un moteur U16 américain est apparu. À la fin de la Première Guerre mondiale, leur développement aux États-Unis a été abandonné. Mais en France, la société Breguet a acquis la licence pour ce type de moteur et l'a produit au début des années 1920. Le moteur en U est apparu pour la première fois sur une voiture en 1927. La Fiat 806 de course était équipée d'un moteur U12 1,5 litres avec compresseur. Lors des essais, le moteur atteignait 187 chevaux à 8500 Tröman avec suralimentation maximale.
La Fiat 806 n'a participé qu'à une seule course, le Grand Prix de Milan sur 500 km le 4 septembre 1927. Fiat a remporté cette course, mais pour des raisons inconnues, la 806 n'a pas participé aux autres Grands Prix par la suite. Un autre véhicule doté d'un moteur en U. La voiture a été construite sur la base du châssis type 35 Grand Prix, et le moteur était constitué de deux 8 cylindres en ligne suralimentés assemblés ensemble, du type 35. On a conçu un moteur U16 de 3,8 litres de 250 chevaux, mais il n'a pas rencontré de succès. Bien que puissant, il était trop lourd pour une voiture de sport. La deuxième Bugatti similaire, la Type 47, a connu le même sort. En fin de compte, ne voyant aucun avantage évident, Ettore a arrêté le développement des moteurs de ce concept. Dans les années 30, Sulzer Brothers a lancé la production du moteur diesel U12 pour locomotives ferroviaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, près de 10 000 chars, Sherman américain était doté d'un moteur diesel, General Motors 6046 à 2 temps. Après la Seconde Guerre mondiale, certains chars soviétiques reçurent des moteurs à 16 ou 18 cylindres, modifiés à partir du moteur General Motors. En plus des énormes moteurs à 12, 16 et 18 cylindres de cette configuration, la version U4 n'a pas vraiment gagné en popularité. Elle s'est surtout répandue sur les motos et, en raison de la disposition particulière de ces 4 cylindres, elle a reçu le nom de Square Foam. Dans les années 70 et 80, certaines motos utilisèrent la configuration moteur U2. Kawasaki s'est particulièrement illustré dans ce domaine. Ces machines de course équipées de tels moteurs ont remporté 4 championnats du monde dans la catégorie 250 cm3 et 4 dans la catégorie 350 cm3. Un moteur similaire est ensuite sorti chez Rotex et adopté par de nombreuses entreprises et équipes de course. Mais nous nous sommes éloignés du sujet. Je parlerai un jour du U2 sur les motos dans un épisode séparé. Alors, le 4 cylindres carré, faisons connaissance avec les motos équipées de ce moteur. La première moto à 4 cylindres carrés fut l'Ariel Square, présentée à l'Olympia en 1930. La production de ce modèle a débuté en 1931. Cet exemple remarquable d'ingénierie moto britannique a été fabriqué avec diverses améliorations jusqu'en 1959, soit pendant 30 ans. Seule la Seconde Guerre mondiale a interrompu la production de ce modèle. Pendant ce temps, Ariel s'est consacré à soutenir l'effort de guerre britannique. Les motos monocylindres de cette entreprise ont servi l'armée de 1930 et 1 à 1959. Au total, 15 639 motos Square Foam ont été produites. Cette machine aurait aussi pu être produite sous la marque BSA plutôt qu'Ariel. Vous allez découvrir pourquoi cette moto unique, et surtout son moteur, a été conçue par le talentueux britannique Edward Turner. Edward est né en 1901 et s'est passionné pour la construction de moteurs et les motos dès sa jeunesse, alors qu'il avait 24 ans. Le magazine The Motorcycle avait déjà écrit sur lui et sur son monocylindre à soupape en tête qu'il avait conçu. Ce jeune homme était extrêmement talentueux, mais pas riche. Pour gagner de l'argent et éviter que ses plans prennent la poussière, Turner propose son idée aux grands industriels britanniques de la moto. La direction de BSA a rejeté les idées d'Edward, mais la société Ariel a accueilli son projet avec enthousiasme. Peu après, l'industriel John Young Sangster, appelé aussi Jack Sangster et principal actionnaire d'Ariel, a invité Edward Turner à rejoindre l'entreprise. C'est ainsi qu'est née la moto britannique unique et charismatique Ariel Square 4, conçue pour le tourisme longue distance, bien qu'elle ait pu battre des records. Son moteur offrait une grande douceur, peu de vibrations et une bonne fiabilité. Toutefois, le refroidissement par air causait une surchauffe de la rangée arrière de cylindres. Le moteur Square 4 de 1931 avait 500 cm3, puis sa cylindrée passa à 600 cm3 l'année suivante. Afin d'augmenter son potentiel et de permettre l'utilisation de la moto avec un sidecar, le modèle de 600 cm3 a parcouru 1127 km en 670 minutes lors d'un essai en 1932 avec une vitesse moyenne de 101 km/h.
Une autre astuce marketing amusante fut le test 7 d'Ariel, où 7 écoliers devaient en démarrer la moto 7 fois chacun. Au final, dans 48 cas sur 49, la moto a démarré du premier coup. Cette version de la moto, appelée 4F, a été produite jusqu'en 1936. En 1936, à cause d'une surchauffe des cylindres arrière, le moteur a été modifié et la nouvelle version avait 995 cm3 de cylindrée. Ce modèle de moto, indice 4G, fut produit jusqu'en 1949. Dès 1946, une fourche télescopique équipe la roue avant. Entre 1949 et 1953, une version est produite. Le moteur a reçu une culasse en aluminium et sa puissance atteignait 35 chevaux à 5500 tours par minute. La Mark I atteignait une vitesse maximale de 145 km/h. La dernière version de la Square 4 fut la Mark II, produite de 1953 à 1959. La puissance du moteur atteint 40 chevaux pour une vitesse maximale de 160 km/h. En 1959, la production de cette moto charismatique a été arrêtée, tout comme celle de tous les autres modèles 4 temps Ariel. Tout cela à cause de la crise imminente de l'industrie motocycliste britannique. Le Square 4, coûteux et complexe, ne rivalisait pas avec les motos plus simples, légères et surtout moins chères de l'époque. Le modèle suivant de moto à 4 cylindres en carré fut le Hilly Mill, 4 présenté en 1971. Oui, encore une moto britannique, elle ressemble beaucoup aux motos Ariel, et oui, il y a ici un lien direct. Deux frères britanniques, George et Tim Healy, passionnés de moto, étaient de grands fans du modèle Square 4 d'Ariel. Tout au long des années 60 du siècle dernier, ces deux gars ont modernisé les 4 cylindres d'1 litre de la société britannique, et le couronnement de leur création fut une moto de sprint. L'équivalent britannique du drag racing avec suralimentation, qui a doublé la puissance par rapport au moteur d'origine, disposant d'un grand nombre de pièces détachées d'Ariel. En 1971, les frères Healy ont lancé la moto Healy 1004, leur propre version de la Square 4. L'activité était intense dans un atelier de Redditch près de Birmingham, où ne travaillaient que les frères Healy, le mécanicien Paul Mayhew et une secrétaire, soit 4 personnes. La production était très limitée. Dès le début des années 70, la conception d'Ariel était déjà dépassée. L'idée des frères était d'installer un moteur modernisé dans un châssis contemporain. Le 4 cylindres en carré avait été perfectionné. Les frères Healy ont amélioré le système de lubrification en modernisant la pompe à huile et en agrandissant le filtre. Un radiateur d'huile a également été ajouté pour améliorer le refroidissement. La puissance du moteur a été augmentée de 40 à 52 chevaux grâce à l'utilisation d'un nouvel arbre à cames et à l'augmentation du taux de compression. Le moteur modernisé était installé dans un cadre très similaire à ceux conçus par Fritz Egli. Vous ne savez pas qui c'est ? Voici une infobulle pour cet épisode. On a eu une machine respectable, pesant 160 kg à sec et pouvant atteindre 200 km/h. La moto a été présentée au salon Earl's Court en 1971 et a reçu un bon accueil. Tout cela a eu lieu au cœur de la crise de l'industrie motocycliste britannique des années 70. Les frères réalisent que leur création ne rivalise pas avec les motos japonaises. L'atelier de Healy a fermé en 1977 après avoir produit seulement 28 motos. Revenons un peu en arrière, en 1968. Honda était le premier parmi les 4 constructeurs japonais à présenter son superbike, ce modèle étant la CB7 150 FO. Kawasaki, comme tout le monde à cette époque, veut créer la moto de série la plus rapide. Le fleuron Mach 3 cylindres 500 cm3, lancé en 1969, était moins performant que le 4 cylindres Honda chez Kawasaki. La question cruciale est de savoir comment dépasser les concurrents. Dès 1971, la société a lancé le Mach 4 cylindres 750 cm3, puis la Z1 de 900 cm3 l'année suivante. En 1972, lors de cette concurrence, une moto intéressante est apparue. La Kawasaki 750 Square FO, mais la direction n'y a pas cru et elle laisse rester à l'état de prototype.
En développant ce modèle, les ingénieurs dirigés par le père du Mac, Hiroyuki Matsumoto, poursuivaient non seulement l'objectif de créer la moto de série la plus rapide et la plus puissante, mais aussi celui de concevoir un modèle universel, pour améliorer l'aérodynamisme. Un moteur carré 4 cylindres de temps avec refroidissement liquide a été choisi, évitant ainsi la surchauffe des cylindres arrière. Les Japonais pourraient avoir repris l'idée d'Ariel des Britanniques. Les travaux sur le prototype progressaient, mais ont cessé en août 1973 en raison du durcissement des normes d'émission aux États-Unis. Le Squarefo à 2 temps ne respectant pas les normes, l'entreprise a logiquement choisi le modèle 4 temps Z1. L'histoire du modèle Kawasaki Squarefo 750 a été très courte. Hélas, peu de prototypes dans ce monde ont cette chance. Une autre période de prospérité du 4 cylindres en carré tombe sur la seconde moitié des années 70 et le début des années 80. À cette époque, plusieurs constructeurs ont adopté ce moteur en Grand Prix. Découvrez maintenant les résultats. Le pionnier incontesté dans ce domaine fut la société Suzuki. La Suzuki RG5 Sense est devenue une véritable icône de course des années 70. La moto a participé au Grand Prix dans la catégorie 500 cm3 de 1974 à 1980 et durant cette période, elle s'est révélée être une machine de course extrêmement performante. Avec un potentiel de 100 chevaux, la Suzuki, légère et maniable, atteignait 305 km/h sur les lignes droites. La RG500 a gagné 7 titres constructeurs d'affilée et est devenue la moto favorite des pilotes privés fin des années 70. La RG500, lancée en 1976, a permis aux pilotes privés d'accéder au championnat du monde. En 1976, Suzuki a dominé le championnat du monde, 500 cm3, et la RG500 a pris 11 des 12 premières places de la catégorie Rennes entre 1981 et 1984. Une nouvelle version de la RG500 Gamma est produite pour la course. La moto a fait ses débuts en 1981 et a remporté 2 championnats consécutifs chez les pilotes. Face à la domination de Suzuki, plusieurs constructeurs se sont intéressés aux 4 cylindres en carré. Cependant, imiter une conception réussie ne garantit pas le même succès. Seul le Suzuki RG5 Sense connaîtra de nombreux succès et titres, portés par la grande popularité du Grand Prix du nouveau RG5 Sense. En 1985, la société Suzuki crée la moto civile, RG500 Gamma, qui sera produite jusqu'en 1987 inclus. En fait, c'était une moto de course adaptée à la conduite sur route ouverte, avec le même moteur carré de 500 cm3 à refroidissement liquide. Au milieu du siècle dernier, le sport motocycliste a connu un essor rapide, certains pilotes construisant leurs propres motos pour les courses. L'un d'eux était Giancarlo Morbidelli, qui fut l'un des rares amateurs dont les motos remportaient de nombreuses victoires. Ce passe-temps est devenu une production de machines de course haut de gamme. Fort de 125 cm3 et une en 250 cm3. Giancarlo a choisi de viser la prestigieuse catégorie 500 cm3. En 1979, le modèle Morbidelli 500 est lancé. Son 4 cylindres en carré développe 130 chevaux, montés dans un cadre léger en aluminium. Graziano Rossi, père de Valentino, pilotait cette moto. Malgré une puissance supérieure à Suzuki, la 500 eut de faibles résultats à cause de son centre de gravité élevé. Graziano s'est battu avec ça toute la saison, sans marquer un seul point en Grand Prix. La version suivante de la 500 avec un moteur V4 s'est révélée tout aussi décevante. En 1979, Kawasaki, déjà expérimenté avec les 4 cylindres carrés, a voulu créer une moto de Grand Prix avec ce moteur. Un an plus tard, la moto était prête et s'appelait KR500. Le cadre monocoque, très proche de celui de Morbidelli, abritait un moteur de 120 chevaux avec une boîte 6 vitesses, permettant d'atteindre 290 km/h. En 1980, la KR500 a obtenu sa meilleure place, 5e en finale. Les pilotes ont constaté que la machine était puissante, mais plus longue et environ 15 kg plus lourde que ses rivales, ce qui limitait sa maniabilité.
En 1981, la machine a été allégée et plusieurs problèmes d'aérodynamique et de châssis résolus. Le meilleur résultat a été une 3e place en course. Pour 1982, la moto a reçu un nouveau châssis. Malgré ces modifications, la KR 500 n'a jamais brillé en course et son utilisation a été stoppée fin 1982. La suite arrive. San Venero 500 GP, c'est l'histoire italienne de succès modestes, de technique et de faillite. San Venero a gagné 3 grands prix, un en 500 cm3 et 2 en 125 cm3 lors de sa brève carrière. Le fondateur, Emilio San Venero, magnat du bâtiment, était passionné de course et admirait Giancarlo Morbidelli, célèbre fabricant de machines de course. Ainsi, le 1er septembre 1980, sans hésiter, San Venero a formé sa propre équipe, qui comprenait de nombreux ingénieurs talentueux venant de Morbidelli et Benelli. San Venero. Il a aussitôt choisi de créer 2 motos de course, 125 et 500. 125. Ici, tout est clair, c'est la catégorie de départ. Cependant, pourquoi se lancer d'emblée dans la catégorie des 500 cm3, où tu seras confronté à une concurrence féroce de la part des géants comme Yamaha, Suzuki, Kawasaki, et ainsi de suite? La question porte sur la médiatisation, car aujourd'hui, de nombreuses chaînes sportives et plateformes comme YouTube ou TikTok sont disponibles dans notre pays. À l'époque, la télévision italienne ne montrait que les grands prix 500 cm3. Emilio voulait qu'une moto affichant son nom soit vue à la télévision pour promouvoir son entreprise. La raison du choix d'un 4 cylindres en carré reste inconnue. Peut-être que la moto de Morbidelli ou celle de Suzuki a influencé cette décision. La 500 a débuté en 1981, mais cette saison, la San Venera 500 n'a fini que 2 courses. Certaines sources qualifient la San Venera 500 de clone de la Suzuki RG500, mais leurs moteurs différaient. La San Venera avait 2 vilebrequins, la Suzuki 4 manétons séparés. Le moteur de la 500 italienne de 120 chevaux permettait d'atteindre 260 km/h. En 1982, cette moto remporte la victoire à Nogaro. Cette année-là, la San Venera s'est révélée être un atout. Sur ce circuit, une protestation massive a eu lieu à cause du revêtement bosselé et du paddock exigu. 15 pilotes d'usine ont refusé de participer. Et c'étaient les concurrents les plus forts. Cet événement a rendu possible la victoire de la San Venera. Mais à ce moment-là, des nuages sombres s'amoncelaient déjà au-dessus de la société italienne. Les soucis financiers de l'équipe viennent du ralentissement du secteur du bâtiment d'Emilio. Cet événement a incité San Venera à chercher un acheteur pour son équipe lors du Grand Prix d'Allemagne. Tout l'équipement de l'équipe a été saisi par les huissiers de justice. 2 des 3 motos San Venera 500 GP construites ont ainsi fini au musée du circuit de Hockenheim, où l'une est toujours exposée. Revenons au Japon. L'équipe Yamaha a connu un grand succès en Grand Prix, surtout en 500 cm3 avec la Isotazer 500, produite de 1973 à 2000 sous plusieurs versions. Je tiens à préciser que pendant cette longue période, la Isotazer a été équipée de moteurs de différentes configurations. Nous nous intéressons à la 0V54. Des années 81-82, c'était une machine de course avec un moteur 4 cylindres en carré. Tony Roberts sur la 0W54. Il a remporté des victoires consécutives lors de la 2e manche du Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest et lors de la 3e manche du Grand Prix d'Italie en 81. Après cela, plusieurs échecs ont mené Roberts à finir 3e de la saison. Pendant ce temps, Barry Sheene, qui courait également sur le 4 cylindres en carré à partir de la 4e manche du Grand Prix de France, a remporté la victoire lors de la dernière manche du Grand Prix de Suède. La société au diapason croisé a quitté le Square 4 dès 1982 pour un V4 plus léger. Depuis 1987, aucun constructeur n'a utilisé de moteur U4 sur ses motos. La rentabilité économique a tout remis en ordre. Dans les courses, ce sont les configurations de moteurs plus légères et plus puissantes qui ont réussi, comme les moteurs en ligne et les moteurs en V. Pour les motos civiles, on a préféré des moteurs plus simples. Le U4 plus complexe, lourd et coûteux en matériaux, reste une page marquante de l'histoire.
À l'heure actuelle, rien n'indique qu'une marque de moto prépare une réinterprétation moderne du 4 cylindres en carré dans le cadre d'une moto. Sur ce les amis, mon récit touche à sa fin. Comme d'habitude, c'était la chaîne Cross Moto avec vous, et je tiens à vous remercier de tout cœur pour le soutien que vous apportez à mon travail. Sans le temps que vous passez à regarder mes vidéos et vos interactions, likes, partages, mes efforts seraient en vain. Un merci tout particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt, à la prochaine.